Maintenant, vous faites votre émission normale. OK? Encore une fois, très heureux de vous retrouver, chers auditeurs, sur les ondes de Radio Le Ghorba. Aujourd'hui, nous avons une grande émission sur un homme historique, Aït Ahmed. Nordine, tu veux dire un mot avant que je continue? Moi, à chaque fois que je revois ce documentaire, j'ai la chair de poule. Parce que Aït Ahmed, peut-être, on peut le classer parmi les hommes politiques les plus. D'une honnêteté extraordinaire. Moi, j'ai eu la chance, parce que pour moi, c'est une chance à la Koulihat, de l'avoir connu, de l'avoir côtoyé, d'avoir discuté avec lui, d'avoir mangé avec lui. Et c'est un monsieur d'une simplicité extraordinaire. Il y a une anecdote le jour où Mskin Harkan Marid, lorsqu'il était malade en Suisse, il avait demandé à sa famille que les gens qui devaient accompagner le cercueil pour qu'il soit enterré à El Hammam dans son village en Kabylie, il a demandé que deux personnages qui doivent aller avec le cercueil, Mouloud Hamrouch ou Abdelhamid Mahri, Allah yarhamou. Abdelhamid Mahri, bon, il est mort avant lui. Mouloud Hamrouch, c'est lui qui s'est occupé des obsèques, qui est allé avec lui jusqu'à l'inhumation d'Aït Ahmed dans son village de Hammam. C'est vrai que c'est une personnalité hors norme, si on peut l'appeler. Et ce qui me fait de la peine, c'est que cette jeunesse qui ne s'intéresse pas à l'histoire de ces hommes qui ont donné leur vie pour ce pays. C'est regrettable. Mais Aït Ahmed, il restera éternellement connu. Ça, on ne peut pas effacer l'historique. C'est extraordinaire. Effectivement, si je peux dire un mot pour résumer, si tu veux, un petit peu ce qu'était Aït Ahmed pour moi, en tout cas, et je crois que la vidéo que l'on vient d'entendre l'illustre assez bien. Aït Ahmed, pour moi, c'est un jeune révolutionnaire et ça a toujours été un vieil opposant. Aït Ahmed, c'est l'homme qui a gagné la guerre, mais qui était toujours à la recherche de la paix. Effectivement, c'était un des derniers fondateurs du FLN. Il était hostile au régime du Parti unique. Il avait fondé, comme on le voit dans la vidéo, le Front des forces socialistes, mais il avait dû s'exiler. Et en fait, il n'a fait que quelques séjours durant sa vie en Algérie. Dans l'histoire de l'Algérie, les démocrates sont rares. Et aussi Aït Ahmed, mort à l'âge de 89 ans, c'est la parfaite illustration de cet Algérien qui était à la recherche de la démocratie. Et pendant plus de 50 ans, il s'est battu pour cela. Oui, comme tu as dit, il est né en Kabylie en 1926, dans la wilaya de Tizi Ouzou. Il a été un des 9 fils de la Toussaint, ces indépendantistes algériens qui, le 1er novembre 1954, ont déclenché l'insurrection. Comme toute cette génération, Aït Ahmed a fait ses premières classes au sein du Parti populaire algérien, le PPA, du premier, en tout cas nationaliste algérien, qui était Messali Haj. Et il devient aussi un des dirigeants auprès de Messali Haj. Mais encore une fois, Aït Ahmed, contrairement à Messali Haj, il est convaincu dès le début de la nécessité de la lutte armée. Et c'est de là qu'il va être un des fondateurs du FLN. Et c'est comme représentant de ce mouvement qu'Aït Ahmed participe, comme il a été illustré en 1955, à la fameuse conférence des non-alignés à Bandung, en Indonésie. Mais l'ironie de l'histoire, c'est que Aït Ahmed passera la plus grande partie de la guerre d'indépendance en détention. Il fait partie de la délégation du FLN dont l'avion est intercepté en octobre 1956 par l'aviation française au Maroc alors qu'il se rendait à une conférence à Tunis. Mais ceci ne l'empêchera pas de prendre une part importante à l'action politique, plaidant inlassablement pour l'unification du mouvement. Pour lui, c'était très, très important. Mais en fait, c'est après l'indépendance, à partir de mars 1962, qu'Hossein Aït Ahmed trouvera sa véritable identité politique. De l'été de cette année, en 1962, il démissionne du gouvernement provisoire, présidé à l'époque par Ahmed Ben Bella. Aït Ahmed montre déjà son hostilité au régime d'un parti unique. En septembre 1963, oui, il va y avoir cette transgression
ou ce qu'on a appelé la transgression d'Aït Ahmed en fondant, en créant, d'ailleurs en fait le 50e anniversaire, je crois le 60e anniversaire, en ce mois de décembre 2024, oui, il va créer en 1963 le Front des Forces Socialistes, le FFS. Bien sûr, il y a la répression qui va s'abattre sur le FFS, et on va même l'appeler l'insurrection kabyle. Il est condamné, il est arrêté tout d'abord, puis condamné à mort. Il s'évade de la prison de Harrach peu après le coup d'État de Boumedienne qui va chasser Ben Bella. Il s'exile en Suisse. Il va rentrer en Algérie en 1988, évidemment, après les émeutes d'octobre. Et là, il y a peut-être une espérance. Il y a une brève période d'espérance démocratique après ces événements du 5 octobre 1988. C'est une période, hélas, qui va s'achever avec l'interruption par les militaires du processus électoral qui allait porter au pouvoir le fils. Aït Ahmed, sans pour autant être sympathisant du fils, mais il reste fidèle à ses concepts démocratiques et il ne veut pas que de ce coup d'État qui a arrêté le processus démocratique. Parce que pour lui, le processus démocratique, c'était une constante de toutes ses actions. Et il plaide au nom de la démocratie pour l'intégration des islamistes dans le champ politique. Les islamistes, ne l'oublions pas, avaient gagné les 2/3 de l'Assemblée nationale. On connaît la suite, il va y avoir ce mouvement, ce que j'appelle cette guerre civile, et malgré tous les appels d'Aït Ahmed, d'un côté comme de l'autre, en parlant à ceux qui font le coup d'État de respecter la démocratie, puis en parlant de ceux qui l'avaient gagné, d'éviter à ce qu'il y ait une violence. Mais non, il y a une guerre civile qui va faire plusieurs centaines de milliers de victimes. Aït Ahmed quitte de nouveau l'Algérie en 1992, après l'assassinat de Mohamed Boudiaf. Il va y retourner avec des courts séjours, tout en faisant du FFS un acteur de premier plan de la vie politique algérienne, mais qui sera cependant limité par la répression et par une implantation majoritaire seulement en Kabylie. Il n'y aura pas, si vous voulez, il va se cantonner uniquement, malheureusement, en Kabylie. Alors, au cours des dernières années, Aït Ahmed était devenu une conscience pour tous ceux qui rêvaient d'une autre Algérie démocratique et pluraliste, comme lui l'a toujours rêvé. C'était un homme, effectivement, comme tu as dit, Nourdine, d'une prestance et d'une autorité. Il développait un discours de la gauche, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui aussi de social-démocrate, ce qui, dans le paysage politique algérien, est très rare. Oui, Hossein Aït Ahmed est parti. Il aura toujours, aux yeux des Algériens, comme moi je dis, cette aura de jeune révolutionnaire, mais aussi de vieil opposant, et il sera toujours, toujours honoré pour l'amour de son pays, pour l'amour de son peuple, qu'il a toujours défendu jusqu'à sa mort. Voilà, Nourdine, ce que je voulais dire pour une petite présentation de Hossein Aït Ahmed. Tfadala, si Nourdine. C'est vrai qu'Allah yarhamou. Mais même Aït Ahmed, lorsqu'il était emprisonné, il avait quand même il y avait un accord entre le FLN et le FFS. Et le FLN et le FFS, normalement, c'était le 16 ou le 17 juin 65, juste 2 jours après le coup d'État. Et c'était prévu comme quoi qu'il allait autoriser que le FFS puisse travailler correctement avec un parti politique libre et indépendant. Et la seule condition d'Aït Ahmed, c'était de relâcher tous les prisonniers de l'époque. Et c'était OK. Et 2 jours après, il y a eu le coup d'État de Boumedienne. Il y a eu le coup d'État de Boumedienne, ça a mis tout à plat. Donc ça a été Mais Aït Ahmed, c'était un homme de compromis. Elle est un homme de compromis. Pourtant, ils l'ont boulé à Ben Bella. Mais lorsqu'à Saint-Égidio, lorsqu'il y a eu des accords, ils se voyaient en Angleterre et tout ça, ils étaient prêts à effacer, mais on va essayer de construire quelque chose de valable. Et je pense, à mon avis, à la
que s'il y avait une réussite à cet Égidio, j'en suis persuadé qu'il y avait tous les partis politiques, il y avait Louisa Hannoun, il y avait le FLN, il y avait les communistes, il y avait Aït Ahmed, il y avait Ben Bella. Ben après, ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que bon, c'est vrai que c'est une paire de manches et on les traitait tous de traîtres, on les traitait tous des gens qui vont à l'étranger pour dénigrer le pays, pour dénigrer tout à l'heure, on parlait, si Mohamed, sur l'insurrection de 1963. Ben, ce n'est pas simplement en Kabylie. Même en 62, lorsque l'armée des frontières qui a pris le pouvoir, il faut que les gens ils expliquent. Comme quoi que l'armée des frontières, c'est une armée qui a été organisée, qui était bien habillée, qui était bien armée, et qui a été formée par M. Boumediene Rahmou. Ils avaient préparé, il y avait peut-être 30 ou 35 bataillons en Tunisie, et à peu près pareil aussi du côté du Maroc. Donc c'était une armée bien équipée, bien. Et même dans l'Est algérien, lorsqu'ils ont voulu venir à l'Est algérien, la plupart des anciens moudjahidines, ils étaient avec Boumediene. Ils étaient avec Boumediene, c'est ça Et c'est pour ça que beaucoup d'hommes politiques à ce moment-là, ils ont été même emprisonnés. Ils ont même emprisonné Ben Tobal et après ils l'ont relâché. Et c'est ça le drame. Le drame, peut-être qu'il y a eu un mauvais départ. Qu'est-ce qu'on espère? On espère simplement que les jeunes puissent s'approprier leur histoire, de ne pas laisser cette histoire disparaître. Ou être des oubliés de l'histoire, il ne faut pas les oublier, c'est Mohamed. Il ne faut pas les oublier. Tant d'hommes qui ont donné leur vie pour ce pays. Et aujourd'hui, quand on voit le résultat, c'est vrai qu'il n'est pas... Bon, l'Algérie aujourd'hui est indépendante, c'est un État puissant, c'est un État libéré, mais il faut que les jeunes s'intéressent à l'histoire de leur pays. Aït Ahmed, c'est une personnalité. C'est pour ça que dans le documentaire, il y a beaucoup d'amis qui m'ont dit pour l'homme du siècle. Je dis pour moi, c'était l'homme du siècle. C'est vrai, si on peut parler des hommes politiques en Algérie, d'autres disent c'est Boudiaf, mais entre Boudiaf, ou Aït Ahmed, c'est différent. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas la même conception de Aït Ahmed. C'était vraiment même en 1947, lorsqu'il était responsable de l'organisation spéciale LOS, le travail qu'il avait fait, il s'est documenté de toutes les révolutions, de la révolution russe, la révolution vietnamienne, et il a fait le travail qu'il a fait, un travail titanique. Et je conseille aux gens, il y a Mohamed Harbi qui a écrit un livre des archives de la révolution algérienne. Et ce travail qui a été fait par Aït Ahmed, en disant, parce que l'expérience du 8 mai 45, ça lui a permis de donner une puissance à comment il voit la révolution. Et il dit, si on veut réussir, voilà qu'est-ce qu'il faut faire. Et le travail qu'il a fait, il a été, les plus grands stratèges, les militaires et tout ça, ils ont dit, vraiment, il a fait un travail formidable. Malheureusement, il y a eu la purge berbériste, Aït Ahmed, voilà, et ainsi de suite. Mais il faut espérer, Inch'Allah, qu'il y aura quelque chose de positif, c'est tout ce qu'on se souhaite. Moi, encore une fois, je veux dire, je ne vais pas remettre en cause, loin de moi, cette idée de l'importance de Aït Ahmed dans le processus révolutionnaire, à commencer par 1945 avec la création de l'OS, puis ensuite avec la fondation ou en tant que membre fondateur du FLN. Mais je pense que pour l'Algérie, moi je parlerai plutôt des hommes du siècle. Il ne faut pas oublier que Aït Ahmed a quand même été l'élève de Messa Haj. Et Messa Haj, tu parlais des oubliés de l'histoire, je pense qu'aussi Messa Haj, il faut peut-être en parler, parce que Messa Haj, c'est lui qui a quand même créé l'étoile nord-africaine et qui va donner cette veine révolutionnaire à tous ces jeunes. Il n'y a pas un révolutionnaire du FLN qui n'a pas fait partie d'une manière ou d'une autre de l'école Tamer Saleh Haj. Ça, c'est une première des choses. La deuxième sur laquelle je te rejoins, c'est que c'est vrai que Aït Ahmed, il a toujours parlé de révolution algérienne, mais il faisait le ratio révolution algérienne et démocratie. C'était un fervent démocrate. Maintenant, tu as parlé des événements de 62 puis de 63. C'est là où je voudrais que tu apportes des éléments et on va essayer de dire qu'est-ce qui s'est passé exactement en 1963. Parce que un des problèmes auxquels je suis confronté et à laquelle j'aimerais trouver une réponse, pourquoi ne s'est-il pas solidarisé
du mouvement que Mohamed El Hajj, qui lui s'est séparé de Aït Ahmed pour aller combattre la guerre des sables sur les frontières marocaines. Pourquoi Aït Ahmed ne s'est pas solidarisé? En tout cas, c'est comme ça que je le perçois selon mes informations. Non, c'est pas qu'il n'a pas voulu y aller. Au contraire, Mohamed El Hajj, il ne s'est pas solidarisé. Non, il n'était pas contre. Parce qu'on a voulu lui mettre cette étiquette comme quoi il y a la guerre des sables, qu'on appelait la guerre des sables, que Aït Ahmed voulait, il avait une autre vision. C'est pas le même style. Mohamed El Hajj, bon, c'est vrai qu'il a, de suite, il a dit, ils sont pas allés loin. C'est juste quand ils ont fait une déclaration, 2-3 mois, tout s'est arrêté. Mais Aït Ahmed, il n'a pas dit de ne pas y aller combattre. Il n'a jamais tenu des propos pareils. Il a dit pour l'intérêt de l'Algérie, pour l'intérêt mené, mais jamais il s'est vraiment opposé. Sinon, c'est comme le journal Le Moudjahid qu'il avait traité de traître, de machin, et voilà, c'était une autre. Mais il n'a jamais voulu ça. Comme quoi, c'est vrai qu'il n'était pas chaud pour aller sur le front du Maroc. Mohamed El Hajj, il ne faut pas oublier, c'était un militaire. C'était encore. Ça n'a rien à voir avec Aït Ahmed. Aït Ahmed, le démocrate, Aït Ahmed, mais bon, par la suite, on lui a donné raison, et on a vu qu'est-ce qui s'est passé par la suite. Après, ça s'est calmé d'un seul coup, et chacun a repris ses occupations. Mais pendant cette période-là, ce qu'on appelle cette période-là, il ne faut pas oublier que dans les 400 Moudjahidines qui ont été assassinés, mais pas simplement du côté de la Grande Kabylie. À Constantine, il y a eu, lorsque l'armée des frontières, ils sont rentrés à Constantine, et les gens qui étaient proches de Boumdine, Saout al-Arab, ils l'ont mis en prison, Beltobad, ils l'ont mis en prison, et ils ont failli passer. Il y a eu quelques mêmes Moudjahidines qui ont été assassinés par leurs propres frères Moudjahidines. Et c'est pour ça que l'histoire de l'Algérie, il faut qu'aujourd'hui, les universitaires, que les gens qui ont la possibilité, qui puissent éclaircir cette période-là. Tout à l'heure, tu as dit Mohamed على مصالي حاج الله يرحمه. Mais il y a une personnalité قبل مصالي حاج الله يرحمه, l'Amir Khaled. L'Amir Khaled qui est le petit-fils de l'Amir Abdelkader, et qui était un officier qui est sorti de Saint-Cyr, et qui a tenu tête à la France. On va dire qu'il a été expulsé, bien qu'il soit français. Il a été expulsé en 1926, il a rejoint la Louad. Il y avait déjà un mouvement de jeunes qui parlaient de révolution, qui parlaient de... Mais c'est vrai que l'histoire de l'Algérie, elle est complexe, si on peut l'appeler comme ça. Oui, mais... L'Amir Messali, lorsqu'il a voulu, par exemple, c'est vrai que c'est le père du nationalisme algérien. C'est le premier qui parlait d'indépendance de l'Algérie. Mais Messali Hadj, il ne faut pas oublier que c'était un travailleur des Girondins. Il a beaucoup appris du Parti communiste en 1920 et tout ça. Et il s'est formé, comité central, bureau politique, ainsi de suite. Et c'est vrai que lui, il avait un langage qui n'a jamais varié, ni d'un pouce, Lui, il voulait l'indépendance de l'Algérie, quoi qu'il en soit. Et c'est même le congrès musulman en 1936, mais c'est une autre paire de mots, Inch'Allah. Inch'Allah, on parlera de tous ces gens-là. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup même si Mohamed Messali Hadj, qui est de la région de Tlemcen, il ne faut pas oublier qu'en Kabylie, à l'époque, les mouvements nationalistes algériens, c'était tous d'une région de la Kabylie. Parce qu'à l'époque, il y avait les Kabyles qui tenaient des petits cafés, qui tenaient des petits restaurants. Messali Hadj a pu quand même donner une image du nationalisme. C'est vrai qu'après, il a quitté le Parti communiste. Il y a eu le Parti populaire algérien et autres. C'est Mohamed. Oui, c'est-à-dire que, encore une fois, on ne peut pas séparer le clanisme de la révolution algérienne. Et un des problèmes, déjà en 1945, il y avait ce qu'on a appelé la question berbère, la question kabyle. Là aussi, il y avait un problème de clanisme. Quand tu dis que la révolution c'était sorti en Kabylie, moi qui suis de Biskra, il y avait aussi à Biskra des mouvements qui commençaient
bon, bien sûr, contre Ben Ghenna, etc., etc. Donc, je pense que, en ce qui concerne la révolution, c'était sur tout le territoire national et ça a commencé bien avant 1954. Mais moi, comme aujourd'hui, l'émission est concentrée quand même sur Aït Ahmed, bon, pour qui j'ai un grand respect, mais je ne peux pas, si tu veux, ignorer le fait qu'il y a toujours eu cette question, bon, maintenant tu vas peut-être je vais te poser la question, en 1945-49, sur le problème, enfin ce qu'on a appelé la question berbère. Non, Ça la question, aussi, il oui. y a eu, il y a eu un comité central en 1947, je crois, à Midea. Et il devait justement parler de ce problème berbéri, si on l'appelait comme ça. Il y a eu un vote de tous les membres du, du comité central, mais ça les et tout. Est-ce qu'on doit suivre parler de l'Algérie algérienne ou l'Algérie kabyle ou l'Algérie menée? Eh bien, tous les membres du comité central ont voté avec la même position qu'avait Aït Hamd à cette époque-là, sauf deux. Missali, il s'est abstenu, Allah, il s'est abstenu pour ne pas porter préjudice ni pour les uns ni pour les autres. Et Djemal Derdour, qui était député du MTLD, lui, par contre, il a voté contre. Mais la majeure partie, ils étaient d'accord pour approuver la position d'Aït Ahmed. Parce qu'Aït Ahmed, dans tous ses discours, c'est pas les discours qu'il tenait partout où il va, ou bien il parle français, ou bien il parle arabe. C'est rare qu'il parle en kabyle. Et à chaque fois quand il parle en tant qu'Algérien. Il ne parle pas en tant que mouvement kabyle, ou le mouvement mnié, ou le mouvement de. Et c'est pour ça que Aït Ahmed, c'est pour ça que c'est une personnalité quand même qui est un peu, mais il avait du respect. Quand on sait que c'est Ben Boulaïd, Allah yarhamou, c'est lui qui l'a fait sortir d'Algérie dans un bateau en tenue, un uniforme des marins. C'était un bonhomme quand même qui avait. Il se considérait algérien avec une culture berbère, qu'on ne le veut pas. L'Algérie, c'est. Même Chadi Bijdi, Allah yarhamou, il disait un jour, nous sommes tous des Amazirs. Nous ne sommes pas. Enfin, ça, c'est encore une fois une opinion qui est exprimée et que personnellement, moi je dis que l'Algérie n'est pas qu'amazir, elle est aussi arabe. Hein. Moi j'insiste là-dessus. La marézité, je ne suis pas contre, bien sûr, moi ça fait partie de mon DNA algérien, comme les Mzabi, etc. Mais ce que je me refuse de me soumettre, si tu veux, au fait que les gens nous disent qu'elle n'est qu'amazir. Ça, pour moi, l'histoire est là. Bon, c'est peut-être pas le sujet d'aujourd'hui, mais en tout cas, moi, je me refuse à entendre ce genre de discours sans réagir. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est ce que tu viens de le dire, c'est aussi un petit peu en sous-filament. Est-ce qu'il n'y avait pas déjà, à l'époque, un problème entre le mouvement révolutionnaire qui se considérait comme arabo-musulman et puis l'autre mouvement qui se disait, nous sommes l'Algérie pour une Algérie démocratique. Et c'est ça qu'on va retrouver après, par exemple, même après l'indépendance, on va retrouver le mouvement, ce qu'on appelle les orientaux, c'est-à-dire les arabophones, et qui, soit dit en passant, moi j'étais en Algérie dans les années 70, et lorsqu'on disait arabophone, c'était presque avec une connotation péjorative versus les francophones. Donc il ne faut pas non plus essayer de cacher les faits qui sont là. Mais revenons à la Révolution avec, bon, moi, avant l'indépendance, 1945, c'est déjà un problème, je vais même aller plus loin. Par exemple, avec le congrès de la Soumam, il y avait aussi un problème entre les arabo-musulmans et les autres qui voulaient un mouvement démocratique, l'Algérie démocratique. Soit dit entre parenthèses, parce qu'ils refusaient l'arabité d'Algérie. Je peux citer Abdel Ramdan, par exemple. Ça, c'est historique. C'est vrai que bon, dans toutes les révolutions, il y a des dissensions. Ça, c'est plus que sûr. Hein. On peut pas. Il y a toutes les révolutions, on ne peut pas dire que l'un est mieux que l'autre, ainsi de suite. Mais le problème, c'était toujours le leadership qui doit diriger la révolution. Vous avez parlé du congrès de la Soumam. Le congrès de la Soumam, il y avait Giroud qui était présent, il y avait Ben Tobal qui était présent, il y avait. Mais le problème, il y avait beaucoup d'absents aussi, hein. Bon, pas parce qu'ils le voulaient, mais parce qu'ils ne pouvaient pas. Les absents, c'était la wilaya 1, il n'y avait personne. Hein. La wilaya 3, la wilaya. Mais la wilaya 2, ils étaient présents. C'est ça le. C'est vrai que il y a eu beaucoup de critiques sur Abdel Ramdan.
Mais moi, je dis que c'est toutes les révolutions. Elles se valent, il y a des hauts et des bas, il y a toujours du leadership. Mais est-ce qu'on peut accepter l'assassinat de Abdel Ramadan? Les gens qui l'ont assassiné n'ont jamais été inquiétés. Ça, absolument. Et je condamne toute espèce, moi, de fausseté historique et de manque d'intégrité historique. Vous savez très bien quels sont les gens qui l'ont. Bien sûr, crime Belkacem, etc. Bon, c'est peut-être pas le sujet de l'émission d'aujourd'hui, mais moi, ce que je suis en train de dire, et c'est là où je te rejoins, c'est je sais plus qui a dit la révolution mange ses enfants. On a vu, par exemple, la Révolution française, Robespierre, Danton, etc. Ils ont tous eu la tête coupée. Mais ce que je veux dire par là, c'est que certes, il y a des dissensions. Ça, c'est, je dirais, même entre le père révolutionnaire Messa El Hadj et ses enfants qui sont Ben Bella, qui sont Boudiaf, qui sont, ou chez notre invité d'aujourd'hui, Aït Ahmed. Je n'enlève pas que ce soit pour l'un ou pour l'autre cette aura historique. Ça peut être les hommes du siècle, ça peut être les hommes de la révolution algérienne, mais d'un autre côté, on ne peut pas passer sous silence les dissensions qu'il y avait au niveau culturel. Non seulement c'est tribal, mais ça devient culturel. Et ça, je pense que ça a été un frein aussi en ce qui concerne la révolution algérienne. Moi, je pense que, encore une fois, l'Algérie doit, et ça, je pense que Aït Ahmed, comme tu l'as dit, il l'a souvent prononcé, elle doit être une et indivisible. Elle doit l'être. Mais là, malheureusement, ça ne l'a pas été. Tu parlais tout à l'heure, en 1962, entre les clans de l'Ouest et de l'Est. Mais on peut résumer ça entre eux. C'était les forces combattantes de l'intérieur et les forces combattantes de l'extérieur. Et ça a eu un ruissellement sur le processus politique après l'indépendance et ce qui a donné naissance à la dictature. Et jusqu'à aujourd'hui, le livre blanc n'a pas encore été écrit. Fadal. Il y a un personnage que les gens peut-être ne connaissent pas. Je reviens à Djemal Derdour parce qu'il est d'origine là-bas, mais il était dentiste à Constantine. Et c'était un homme sportif et tout ça. Et en 1927 ou en 1929, il jouait avec le Red Star à Paris, le football. Et, son équipe, ils se sont déplacés pour aller jouer en Suisse. Quand ils sont arrivés à la frontière suisse, il avait une carte français indigène, donc il n'avait pas de nationalité, mais un douane. Avec le douanier suisse, il a dit, monsieur, vous ne pouvez pas rentrer en Suisse. Vous n'avez pas de passeport, vous avez ça, une carte français indigène, je ne sais pas quoi. Et ça, c'est dans les mémoires Tawa. Aussi, Djemal Derdour, Allah yarhamou, de suite, bon, il a quitté le match et il est allé de suite se mettre à la disposition de Messa El Hadj, Allah yarhamou. En disant, à partir d'aujourd'hui, vous pouvez me compter comme un militant actif du mouvement Messa El Hadj, Allah yarhamou. C'est vrai que Messa El Hadj, c'est l'une des personnalités les plus importantes dans l'histoire de l'Algérie du XXe siècle. On ne peut pas le nier. Messa El Hadj, c'est un bonhomme qui a donné sa vie. Il y a même une anecdote, lorsqu'on lui demandait pourquoi la barbe qu'il a. Il y a une similitude quand on voit Messali d'un côté ou Ben Balis de l'autre. Les gens, des fois, ils se trompent. Il disait la barbe qu'il avait laissé pousser, s'il veut par exemple se raser, le jour où l'Algérie sera indépendante. Tant que l'Algérie ne sera pas indépendante, cette barbe-là, et c'est vrai que Messa El Hadj, il a été maltraité. On lui a. Lorsqu'il est mort en 1973, il a transité par Marseille. Il n'avait même pas de passeport. Il fallait lui faire un passeport d'urgence pour qu'il puisse être inhumé dans la région de Tlemcen. Et lorsqu'il a été inhumé là-bas à la région de Tlemcen, c'est vrai que le commissaire de police qui était à l'aéroport d'Oran, mais il n'a pas voulu laisser le cercueil partir en plein jour. Il a donné l'autorisation, parce que ce n'est pas lui, c'est les gens qui décident, qui devaient laisser le cercueil à partir que le soir de la nuit. Mais il y avait un monde fou. Les gens qui étaient proches de Messali, si Mohamed, vous le savez très bien, c'était son bras droit, parce que lorsque Messali, lorsque Ben Bella a quitté, lorsqu'il a été emprisonné, lorsqu'il a été libéré,
La première visite qu'il a fait, il est allé se recueillir sur la tombe de Missali. Et en disant, on parlait avec Missali, il dit, انت كنت على حق وحنا كنا على غلط. Toi, tu étais dans le vrai, mais par contre, nous, l'ouad. Et c'est vrai que Missali, le peuple algérien ne connaît pas son historique, mais Missali Hadj, il ne faut pas oublier qu'il a passé toute sa vie dans les prisons. Ah Il a oui, été, bien sûr, oui, il a été même emprisonné au Congo-Brazzaville. les 2 tiers de sa vie, il les a passés en prison. Et le jour où sa femme elle est décédée en 53, je crois, on lui a demandé s'il voulait quitter la politique pour qu'il puisse assister à l'enterrement de sa femme. Et il me semble qu'il n'a même pas pu assister à l'enterrement de sa femme. Exact. Ouais. Pourtant, sa femme, c'est la première, Émile Busquet, qui a, pour le drapeau algérien, qui l'a cousu. C'est elle qui l'a cousu, effectivement. Oui. Voilà. C'est vrai que ça, il faut que les gens sachent et vraiment rendre justice à ce grand personnage qui est Messali Hadj. Je pense que Messali Hadj, au même titre que Ait Ahmed, au même titre que Boudiaf, la trilogie que j'appellerais historique de l'Algérie, on devrait les inscrire dans tous les livres d'histoire, pour une raison ou pour une autre, et puis des chemins qui sont totalement différents, mais ils étaient tous d'accord sur une seule chose, c'est que l'Algérie devait revenir aux idéaux de la Révolution, c'est-à-dire la pluralité culturelle, mais surtout une représentativité réelle de tous les Algériens, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Moi, je dis toujours, Ait Ahmed parlait toujours de du ratio révolution algérienne et démocratie. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, par exemple, au moment où l'on se parle, le ratio pour moi, c'est la représentativité algérienne, c'est le ratio démocratie-démographie. Quand on a une population qui a 70%, moins de 40 ans, et qu'on voit qui le représente, est-ce qu'il y a une légalité dans cela? Moi, je dis non. Il n'y a pas de représentativité. Et d'un autre côté, pour revenir à Hossein Ait Ahmed, c'est vrai qu'il a créé le parti, le FFS, et qui est un parti qui, pour moi, était démocratique. Mais là, on fête son 50e ou son 60e anniversaire, on est au mois de décembre 2024. Quel est l'héritage, d'abord, de Ait Ahmed au sein du FFS aujourd'hui? Et est-ce qu'on est fidèle à ce qu'il voulait? Est-ce que le FFS aujourd'hui est encore fidèle aux idéaux de son créateur? Et là, je te pose la question. Non, fidèle, c'est sûr et certain qu'il y a eu beaucoup de changements au sein du FFS. Bon, il y avait une génération de FFS qui était proche de Ait Ahmed, Karim Tabou qui était un peu proche parmi les jeunes. Mais malheureusement, lorsqu'à la mort de Ait Ahmed, c'est vrai qu'il y a eu des changements. Les gens, je dirais qu'ils n'ont pas. Ils n'ont rien fait. Ils ont créé. Ils sont rentrés dans le moule à les autres partis. Et c'est vrai, lorsqu'il y avait Ait Ahmed, c'était quand même une personnalité. Son parti politique, il tenait vraiment. C'est pas le bonhomme qui se laisse impressionner par. Mais malheureusement, Nharmet Ait Ahmed, après la génération qui est venue juste après sa mort, il y avait Karim Tabou, il y avait pas mal de gens qui ont quand même su tenir le parti. Il y avait Zenati qui était de BGA. Il y avait quand même les jeunes qui représentaient le FFS, c'était des jeunes qui avaient quand même un niveau intellectuel très élevé. Absolument, non, ça c'est, on ne peut pas dénier ça. Par la suite, il y a eu X ou Y, on ne cite pas de nom, et c'est là que le parti de FFS il s'est complètement. À un certain moment, il n'a même pas voulu se présenter aux élections. Il voulait se présenter aux élections. Après, c'est la course du pouvoir qui doit gérer ce parti. Parce que là, peut-être qu'Ait Ahmed, il n'a pas eu le temps de préparer sa relève. C'est possible. En France, ici en France, on a la barque, c'est Mohamed Belli, comme quoi il y a pas mal de profs d'université, des Algériens qui sont proches du FFS. Malheureusement, Dorof, la relève du FFS, c'est comme les autres partis. Hein. Mais lui, on lui en veut beaucoup plus parce qu'il avait quand même une étiquette de démocratie, il avait une étiquette donc ça devait être mieux. Mais malheureusement, maintenant, les partis politiques en Algérie, je ne sais même pas s'ils devaient encore exister. Et s'ils servent à quelque chose. Là, je pense que si on peut sortir un petit peu des sillons
de l'émission d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a, comment dirais-je, est-ce qu'il n'y a pas eu un vacuum en ce qui concerne l'éducation politique en Algérie? Vous savez, il y a un Chinois qui a dit, un grand philosophe chinois, le nom m'échappe, mais qui a dit, là, je vais essayer d'être fidèle à ce qu'il a dit, il a dit, si vous voulez conquérir un pays, vous n'avez pas besoin de lui faire la guerre, vous tuez son éducation, et 20 ans après, vous allez avoir un pays de corrompus et de corrupteurs. Et je pense, avec tout le respect que je dois à mon pays, que les 20 ans que nous avons passés avec un certain régime, et qui a donné malheureusement ce que l'on connaît, et aujourd'hui on est en train de... La causalité, c'est qu'aujourd'hui, on fait face à cela. Il n'y a pas eu cette relève de militantisme, que ce soit celui de Aït Ahmed, que ce soit celui de Messali Haj, que ce soit celui de Boudiaf, etc., etc., etc. Et ça, je reviens, en plus de ce que j'ai dit sur ce philosophe chinois, ce que toi, tu as toujours dit. Un pays qui n'a pas de mémoire est appelé à mourir et à dépérir. Aimé Césaire, un peuple sans mémoire, c'est un peuple qui est appelé à disparaître, hein, ça c'est sûr. Mais il faut espérer, parce que c'est cet espoir qui nous donne la possibilité de... Bon, qu'est-ce qu'il nous reste à vivre? On ne sait pas si on va voir un jour, Inch'Allah, l'Algérie, qu'il puisse y avoir. On le souhaite, on le souhaite. On voit quand même qu'il y a une génération qui arrive, mais même là, cette génération, si on prend par exemple un parti comme le FLN, quel héritage il va laisser? Le FLN a 62. Quel héritage il va laisser pour ces générations? Tu n'es pas sans savoir que je suis un FLN convaincu. Bien sûr, j'ai toujours ma carte d'ailleurs du FLN jusqu'à aujourd'hui, je paie mes cotisations, mais c'est avec des larmes dans les yeux, parce que le FLN pour qui je pleure et le FLN pour qui je veux dire, mon cœur s'emballe, c'est celui qui m'a donné mon passeport, c'est celui qui m'a donné l'indépendance, c'est ton père, c'est mes oncles, etc. C'est ça le FLN pour moi. Et c'est pour ça que je n'ose pas lui faire faux bon et je n'ose pas le trahir en allant m'associer à notre parti. Mais ceci étant dit, je prends des pays comme les États-Unis, un pays dans lequel je vis. Tu as le Parti démocratique ou le Parti républicain. Le Parti républicain américain, il existe depuis que les États-Unis ont commencé sa révolution, leur parti politique. Ça fait plus de 200 ans, il existe toujours. Je ne vois pas pourquoi le FLN ne pourrait pas exister s'il y a une relève, parce que le FLN, quand même avec toutes les critiques qu'on peut faire sur le FLN, c'est quand même eux, ces Moujahidines qui sont morts pour ces Chouhada et ces Moujahidines qui se sont combattus pour un seul drapeau, pour l'union indivisible de l'Algérie. Et ça, le FLN n'a jamais, jamais, jamais manqué à cette mémoire. Alors que les autres partis en Algérie, que ce soit les partis islamistes, que ce soit les partis du RCD, etc., se sont éloignés de cette fidélité aux idéaux du FLN. Bon, encore une fois, là, c'est le FLNiste qui parle, hein. Ça, je ne m'en cache pas. Mais bon, je peux critiquer le FLN. Moi, le FLN d'aujourd'hui, je ne me reconnais pas dans ce FLN d'aujourd'hui, mais je me dis, il y a une possibilité, s'ils veulent rajeunir, s'ils veulent prendre. Et je pense qu'on va y venir. Mais comme tu dis, je garde espoir, parce que nous, on peut partir, on va mourir demain. L'Algérie sera toujours là. Les institutions sont toujours là. Ce qui va faire la différence, c'est quels sont ces gens qui vont reprendre ce pays, qui vont le mettre dans le concert des nations, avec une véritable représentation démographique. Moi, à l'Assemblée nationale, où il y a un tiers des élus, par exemple avec les sénateurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire quels que soient les pays, les régimes d'opposition, s'il y a un tiers qui revient aux forces qui sont au gouvernement, ça ne va jamais changer. Enfin, je ne sais pas si je m'explique assez bien, Sinoudi. Pour le Sénat, de toute façon, le seul... Voilà le terme que je cherchais. Le Sénat, la chambre haute, comme il l'appelle, Omar. Voilà, c'est ça, oui. C'est la différence par rapport, si on devait faire une différence ou faire une comparaison, c'est un peu difficile. Mais si on prend le Sénat, la chambre haute française, le Sénat, il n'a pas de pouvoir de décision. Il est là pour améliorer les lois, machin et tout ça, mais ce n'est pas lui. Le dernier mot, il revient à l'Assemblée nationale. Exactement. Nous, en Algérie, c'est le contraire. La faute qui a été commise, elle a été commise par Zeroual, c'est le Sénat. C'est quoi le Sénat?
30% des sénateurs, ils sont désignés par le président, par le Qui a parti, nominé ça? et ainsi de suite. Et il y a une chose, s'il n'y a pas une majorité, si demain il y a une loi à l'Assemblée nationale qui n'est pas conforme, ou là, une loi par exemple, aujourd'hui on va faire quoi que ce soit, le Sénat peut dire que cette loi elle n'est pas conforme par rapport à la Constitution algérienne. Et l'Assemblée nationale n'a pas le droit de revenir sur cette décision. Moi, je pense que le Sénat en Algérie, c'est beaucoup plus une chambre d'obstruction que de proposer quelque chose de positif. C'est ça le véritable problème. Par exemple, quand on voit le président du Sénat, 92 ou la 93 algériens contre les personnes âgées. Mais quand même, subhanallah, 93 سنة peuple واحد. C'est ça, il faut que ça change, parce que la possibilité de changer, l'espoir qu'on a aujourd'hui en Algérie, il faut que, par exemple, le président Tebboune, il peut mettre l'Algérie sur de bons rails, il peut mettre l'Algérie sur une bonne voie, il peut, parce qu'il a la possibilité. Même avec ses officiers de l'armée algérienne, même s'ils sont d'un certain âge, ils peuvent préparer la relève, ils peuvent préparer, par exemple, l'Algérie de demain et partir par la grande porte. C'est l'espoir, Inch'Allah, peut-être que ça peut arriver. Mais le Sénat en Algérie, il a le pouvoir qu'il a, le Sénat, dans le monde entier, même en Amérique, pourtant il y a entre le Sénat et les démocrates, pas les républicains, les députés. les deux chambres, c'est le Sénat qui a le dernier mot. Même avec une seule voix de différence, c'est lui qui a le dernier mot. Peut-être qu'ils ont calqué le Sénat en Algérie par rapport au Sénat en Amérique. On n'a pas les mêmes garde-fous. Hein. Voilà, c'est ça le loi. Mais le Sénat, la plupart, c'est des sénateurs qui touchent 45 ou 50 millions, je ne sais pas combien par mois. Bon, à quoi ça? Je pense que c'est donner beaucoup plus de pouvoir à l'Assemblée nationale. Et on voit des jeunes à l'Assemblée nationale algérienne qui prennent la parole et qui disent vraiment les 4 vérités en plein assemblée. On le voit, il y a pas mal de jeunes quand même qui parce que ce que nous pensons, nous, même Houma, ils le pensent. Et Houma, ils le pensent encore mieux que nous, parce qu'ils savent comment le peuple les voit, corrompus, et j'en suis persuadé de donner un peu de souffle et un peu d'oxygène à ces jeunes députés, par exemple, de l'Assemblée nationale. J'en suis persuadé qu'il y aura quelque chose de positif, ça c'est sûr et certain. Là, je te rejoins absolument. Je réitère ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on est en train d'illustrer, d'ailleurs tu le fais ici avec beaucoup d'éloquence, c'est ce ratio démocratie-démographie. Il est là, il existe, il faut le faire vivre. Et c'est là où je reviens encore une fois pour la pensée d'Aït Ahmed. Aït Ahmed a toujours été pour la proportionnelle. Il voulait, c'était une des points de discorde d'ailleurs avec les révolutionnaires, hein, et puis après 62, lorsqu'il a une des raisons pour lesquelles d'ailleurs il a démissionné en 1962 avec ses accords avec Ben Bella, parce qu'il voulait la proportionnelle. C'est-à-dire la proportionnelle, c'est quoi? C'est la représentativité comme elle est de tout ce qui est en Algérie, pour la Kabylie, pour le Sud, etc. Ça, c'est très important. Mais comment dirais-je, tu parlais de l'armée, etc. Bien sûr, on a un pays qui a 6 frontières qui ne sont pas des plus sûres. Évidemment, on a besoin d'une armée forte. Mais ceci ne veut pas dire qu'il faut exclure tout le reste de la population algérienne et la société civile du pouvoir. Ça, je suis contre, absolument contre. Il faut que toutes les composantes du peuple algérien soient représentées. Tu parlais de Goudil qui a 92 ans au Sénat, il ne s'est pas parlé tout seul, enfin avec tout le respect que je dois à mes aînés. Mais enfin, moi je veux bien profiter de son expérience, mais est-ce qu'ils sont capables d'avoir un petit peu cette fraîcheur d'esprit ou cette combativité pour répondre aux 70% de la population algérienne? Les jeunes qui sont à l'Assemblée nationale, et j'en ai vu quand ils viennent ici, mais ce sont des gens qui sont très bien éduqués, qui connaissent les rouages politiques algériens, mais qui te disent aussi on est très très limité. Ça veut dire quoi très très limité? C'est pour te dire qu'ils n'ont pas la liberté d'action. La plupart des députés, comme tu as dit à juste titre, il y en a qui le font avec beaucoup de sincérité, mais les autres, c'était surtout pour dire, bon voilà, moi je veux ma retraite à vie
la retraite, les députés, quand ils font le mandat, ensuite c'est pour l'augmentation de leur salaire, ensuite c'est pour avoir les avantages sociaux. Quand tu dis c'est 40 à 50 millions, plus tous les avantages, la voiture, etc., etc., qu'est-ce qui reste au pauvre petit Algérien qui fait à peine, comment dirais-je, le salaire minimum, je sais pas, à 2500 ou 3000 dinars par mois? Où est-ce qu'elle est la réalité des choses? Où est-ce qu'elle est cette représentativité? Où est-ce qu'il est le tissu social que l'on doit défendre? Où est-ce qu'il est, où est-ce qu'ils sont comment dirais-je, les programmes politiques dont parlait Aït Ahmed, dont parlait Boudiaf, dont parlait Messa Aliha, c'est toujours la même chose, c'était pour la défense des plus démunis. Donc c'est l'inverse en Algérie. Malheureusement, je dois dire que bon, on les a tous laissés pour compte. Un de ces jours, il va y avoir un éveil et je ne sais pas comment on va pouvoir le gérer. Non, c'est Mohamed, tout à l'heure, vous avez parlé de Aït Ahmed pour le deuxième tour des élections législatives. C'est vrai que le Vous premier tour, demandez la proportionnelle, oui, c'est vrai. lui, il voudrait la proportionnelle selon les wilayas. Comme ça, donner la possibilité à tous les partis politiques de participer à un seul tour. Comme ça, il y a 15-20 qui se présentent, 1, 2, 3, ils sortent, et ainsi de suite. C'est ça la proportionnelle, en fait. Et même lorsqu'on lui a posé la question d'Aït Ahmed, par exemple, s'il n'y avait pas l'arrêt du processus électoral, et il laissait le fils, par exemple, pour le deuxième tour. Il ne faut pas oublier que le fils, simplement, au premier tour, il a eu dans les 31 à 32%. Donc, il y a 70% de la population algérienne qui n'a pas voté pour lui. Oui, donc, mais attends, si je peux me permettre. Non, vas-y, termine, parce que quand on parle... Il a eu 33, dans les 32 à 33%. S'il y avait un deuxième tour, je pense que le peuple algérien, il serait réveillé, ça c'est sûr et certain, et peut-être qu'il n'aurait pas eu la majorité, peut-être qu'il aurait eu une majorité, mais pas une majorité absolue. Absolument, oui. Et c'est pour ça, pourquoi on a arrêté le processus électoral? On a arrêté le processus électoral sous les ordres de M. Mitterrand. On a demandé conseil à M. Mitterrand qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut pas, c'est ça le muscle interne. Mais bon, il y a eu l'arrêt du processus électoral et après on a vu ce qui s'est passé. Voilà, c'était catastrophique. Les 200 000 Algériens qui sont morts, que ce soit d'un côté ou de l'autre, ils sont victimes peut-être des gens qui se sont supérieurs aux autres. Mais même Aït Ahmed, il était prêt à aller au deuxième tour. Il ne faut pas oublier qu'Aït Ahmed, c'était le deuxième parti après le fils. Le fils, oui. Et le FLN, je crois qu'il y avait dans les 600 000 voix. Et Ahmed, je crois, dans les 2 millions, là, quelque chose. Et il y avait une possibilité que le fils n'aurait pas la majorité absolue au deuxième tour. Pourquoi on a arrêté le processus électoral? Bien. Là, je pense qu'il y a il y a un point d'ordre que je voudrais dire, c'est suite à ce que tu as dit. Tu dis, c'est les votants n'ont été que de X%. Encore une fois, moi qui suis un fervent défenseur de la démocratie, je ne m'intéresse pas aux gens qui ne votent pas. Je m'intéresse aux gens qui votent. Ceux qui n'ont pas voté n'ont pas fait leur devoir civique. Et c'est pour ça que le fils, et je ne suis pas un sympathisant du fils, le fils, il avait fait son travail dans les sillons de la population qui exprimait après le 5 octobre 88, etc., enfin, le mécontentement. Mais moi, je ne peux pas en vouloir au fils d'avoir fait son boulot. C'est les autres qui n'ont pas fait leur boulot. Et quand je reviens à ce que tu dis, je réitère, le plus important pour moi, ce n'est pas ceux qui sont restés chez eux, c'est ceux qui ont été votés. Et c'est ce qui explique que le fils a eu une majorité. Maintenant, le fils, est-ce qu'il y avait un danger? Moi, personnellement, je n'ai pas voté fils. Moi, personnellement, je suis contre toute espèce de, comment dirais-je, de régime à connotation religieuse. Ça, moi, la religion, c'est chacun pour soi, Dieu est pour tous, mais chacun est pour soi. Enfin, je ne sais pas comment je peux exprimer ça. Moi, je suis plus un démocrate, la véritable expression de la démocratie. Tous les régimes religieux que je connais de par le monde, ça a fini en catastrophe. Bon, ceci étant dit, je reviens encore une fois, les partis, que ce soit le FFS, que ce soit le FLN et tous les autres partis qui étaient à l'époque, n'ont pas fait leur boulot au sein de leur population. C'est pour ça que les gens sont restés chez eux. Maintenant, est-ce que ça justifie un coup d'État? Absolument pas. Je suis contre. Je suis contre. Parce que si on avait respecté, d'ailleurs, Aït Ahmed, puisqu'on en parle, lorsqu'ils ont été à Rome, c'était un des points sur lesquels tous étaient d'accord. C'est
On peut ne pas aimer les gens qui ont été élus, mais il ne faut pas arrêter. Par contre, il faut continuer le processus démocratique. Comme tu as dit à juste titre, quand il y a un éveil, si bon, il y a un mandat qui va être fait, on va voir comment ça se passe durant le mandat. Puis les Algériens sont là. Ils pourront toujours s'exprimer. Mais il ne faut pas faire ce qui a été fait et qui a donné cette désastreuse, comment dirais-je, guerre civile qui a coûté je ne sais pas combien de morts et on ne parle pas seulement des morts, ça a laissé des orphelins et jusqu'à aujourd'hui, il y a la causalité de cette guerre civile en Algérie dont on n'est pas encore guéri. On n'est pas encore guéri. Et c'est pour ça que moi je dis, il y aurait, comme d'ailleurs Hossein Ait Ahmed, de continuer le processus. Il y aurait eu des barrières, bien évidemment. S'il y a des dépassements aussi, il y avait eu des dépassements et qui auraient donné naissance à des hérésies, à ce moment-là, oui, l'armée aurait dû intervenir. Mais on n'a même pas laissé cette chance à la démocratie de s'exprimer. La démocratie, c'est pas seulement comment dirais-je, c'est pas parce qu'on a perdu qu'il faut arrêter le processus démocratique. Au contraire, c'est là où il faut gagner encore plus. Regarde Macron en France. Regarde ce qui se passe aujourd'hui. Pourquoi il est dans cet embrasement, il est en train de s'enfoncer dans la boue parce qu'il ne respecte pas comme le processus démocratique. On regarde aux États-Unis. Trump, c'est un fou, c'est un sexual harassment, c'est un escroc, etc. Il a été réélu. Il a été réélu. Dieu merci, il ne pourra pas faire troisième mandat parce qu'il n'y en a pas. Mais toujours est-il que les barrières pour la défense de la démocratie sont là. Et c'est quoi? Ça, c'est le devoir de citoyen. C'est pas sortir les baïonnettes et les canons. C'est Mohamed, le problème en Algérie, c'est lorsqu'il y a eu l'arrêt du processus électoral, oui. Il y avait quand même Ait Ahmed, bon, il était contre, parce que pour lui, ça a été un coup d'État. Mais il y avait aussi une possibilité. Il y avait le président de la République, Chadi Bejdid, Allah yarhamou. Il avait la possibilité de dissoudre l'Assemblée à n'importe quel moment. C'était l'armée, c'était lui, les affaires étrangères, c'était lui, même si le fils, il aurait pris, par exemple, le pouvoir, même s'il avait gagné les élections. Mais le président de la République, il était là. Je ne pense pas que Chadli va laisser le X ou la Y saboter ce pays. Donc absolument, là je suis d'accord, on est dans la même il avait cette possibilité. Pourquoi on a arrêté ce processus qui a coûté quand même 200 000 Algériens qui ont été assassinés, qui ont été tués, qui ont été, il faut voir, des crimes abjects, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Ça, il faut être honnête quand même de le dire. Mais ça, parce que même les gens du fils, ce n'est pas des enfants de cœur, c'est Mohamed. Absolument, mais encore une fois, autant. Dans les années 90, à chaque fois qu'il y avait un meeting en Algérie, je me déplaçais. Des fois, je me déplaçais 5-6 fois par an. Et j'ai eu l'occasion de voir Abbassi Madani dans un meeting à Constantine, au Maître Allah yarhamou. Et c'est vrai que même moi, ils avaient un double langage. Quand ils sont en face du public, mais quand ils sont, par exemple, fait Badam, il faut voir qu'est-ce que c'est aussi. C'est vrai que si demain, parce que le fils n'était pas préparé pour prendre le pouvoir, le fils, il aurait pris les communes, les mairies ou la Haja, ils auraient investi dans les mairies et attendre l'évolution Voilà, il y a un parti politique qui n'a jamais voulu participer au pouvoir parce qu'il connaissait. Quand même, il a beaucoup plus d'expérience que beaucoup et c'est regrettable qu'aujourd'hui, mais je pense qu'avec ce qui s'est passé en Algérie, c'est vrai que l'Algérie aujourd'hui, comme tu le disais très très bien, avec les frontières qu'on a et tout ça, c'est la bête à abattre, mais heureusement que le peuple algérien, il est un peu différent des autres peuples, qu'on le veuille ou pas. Le peuple algérien, il a une spécificité, je crois quand on commence à le chatouiller un peu, il réagit et on ne sait pas comment il va réagir. C'est ça la force. J'ai toujours parlé avec des amis là en France ou la force de l'État algérien, c'est sa diaspora qui vit à l'étranger. Parce que sa diaspora, c'est une diaspora quand même. Ils peuvent critiquer tout ça, mais si demain il y a quelque chose pour l'Algérie, hop, ils répondent présent. Ça, c'est sûr et certain. C'est dans les gènes, c'est dans les. Je disais pendant 132 ans, si la France a voulu faire de nous de super Français, elle aurait fait 132 ans. Et en 62, même Cheikh Mbadi, il disait quelqu'un qui prend la nationalité française, pas kafir, mais presque. Encore une fois, la spécificité de l'Algérien, et là je prends ton avis, et je vais répéter ce que tu viens de dire dans mes mots, c'est que l'Algérien, le Hogra, une fois qu'il y a le Hogra, on sait ce que ça donne. Il ne l'acceptera jamais.
que ce soit Messa Haj, quand tu dis les Algériens de l'extérieur, Messa Haj, sa formation politique, il l'a pas eu en Algérie, il l'a eu en France. C'est après la Première Guerre mondiale, lorsqu'il est rentré, il a dit, puisque moi je vois que la France, elle s'est fait, comment dirais-je, battre par les Allemands, pourquoi moi, mon pays ne va pas s'en essayer de là, puis il a créé l'étoile africaine, etc. Bon, au départ, c'était avec les Tunisiens et les Marocains, puis après, bon, ça a un petit peu changé. Mais c'est pour ça qu'il disait l'étoile nord-africaine. Oui, c'est vrai, c'est exactement. Mais maintenant, en ce qui concerne, et c'est là où je reviens encore à cette spécificité algérienne, c'est lorsqu'il y a un danger, le seul bouclier qui se lève, c'est celui de l'union. Mais il y a toujours, par la suite, et je ne sais pas pourquoi, ce clanisme et les tribus, je ne sais pas comment le mot m'échappe, qui vient et qui commence à... Est-ce que c'est parce que c'est réellement en nous, c'est-à-dire qu'on revient vers le village pour se protéger, ou est-ce qu'encore une fois, c'est de la manipulation qui est faite par X, Y ou Z parce qu'ils veulent détruire ce pays? Et c'est là, bon, moi, je n'ai pas de réponse, mais la seule réponse que j'ai, là, je te rejoins, c'est que l'Algérien, et dès qu'il y a un danger qui vient de l'extérieur, tout le monde se lève. D'ailleurs, on le voit bien aujourd'hui avec Sansal, par exemple. Bon, ben, parce que le danger vient de l'extérieur. C'est un gars, il n'arrêtait pas de bafouer l'Algérie. Pourtant, ses livres étaient encore vendus. Puis le jour où il rentre, après avoir fait ses déclarations avec l'ambassadeur et après avoir fait ses déclarations au CRIF, maintenant ils veulent qu'il vienne en Algérie, qu'on lui serve un couscous royal et le recevoir dans les salons algériens. Non, il ne faut pas charrier. C'est là où l'Algérien, c'est là où la fibre teinte, elle est là. Mais c'est vrai que la diaspora a toujours joué un grand rôle, de toute façon, dans les événements en Algérie, à commencer par Messa Haj, que ce soit Aït Ahmed, que ce soit Boudiaf aussi, il ne faut pas oublier Boudiaf, on n'en a pas parlé, il avait créé son propre parti, le PRS. Le PRS, Parti de la Révolution Socialiste. Oui, exactement. Donc, il a eu même 5 parce qu'il a créé un journal d'une qualité exceptionnelle, hein. Parce qu'avant, dans les années 72-73, les gens qui étaient proches du parti du PRS, c'était rien que des intellectuels, en tout cas en France. Justement. Et les pauvres, quand ils venaient, par exemple, pour essayer de montrer les journaux qu'ils avaient, ils se faisaient tabasser par l'amicale des Algériens. Oui, ça, j'ai assisté à ça, c'est vrai. J'étais étudiant. Mais Boudiaf, c'est un véritable démocrate. Il a quitté, c'est-à-dire il s'est retiré du pouvoir politique, si on peut l'appeler, à la mort de Boumediene. Boumediene Harmet, il chef cet engouement de la population, cet engouement de tout le peuple algérien qui est sorti. C'est vrai qu'il n'y avait pas du trafic. Les gens ils sont sortis comme ça. Boumediene Harmet, et c'est qu'il avait décidé avec quelques amis en disant que pour lui, sa mission est terminée. Mais il avait toujours laissé les portes d'espoir en disant si demain l'Algérie a besoin de moi, je réponds présent. Ce qu'il a fait. Et à chaque fois que l'Algérie avait besoin de lui, bon, c'est vrai, par la suite, Djabo, mais je pense qu'il est. On ne souhaite pas la mort à qui que ce soit. Mais lui, quand même, il a eu une belle mort. Il est mort pour ce pays. Ce pays, il a donné sa vie pour ce pays. Il a donné sa vie au maître al-Blad. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi, Nourdine Allah yarahmou. Mais ce qui me fait monter les larmes aux yeux quand je parle à Boudiaf, c'est qu'il a été tué par les siens. Il a été tué par les siens. C'est ça que. Mais je pense qu'il aurait. La dernière parole qu'il tenait lorsqu'il a été assassiné à Annaba, il disait باش فاتونا هذا الغرب هذا فاتونا بالعلم فاتونا بلا سيونس اي لو مسكين الى الواحد انا سي محمد moi j'ai eu la chance d'avoir côtoyé ces gens-là. Ah, c'est ça. Voilà, je suis jaloux de ça. Moi. En 86, il avait son fils qui étudiait à Lausanne. Et à chaque fois, des gens, quand ils venaient, qui le connaissaient, parce que moi, par rapport à mon père, qui l'a connu. Voilà, Allah yarhamou. Et on est resté de 15h jusqu'à presque 22h du soir. Il avait toujours cette fierté qui est chez Mohamed Boudiaf. Toujours, quand il regardait, c'est un bonhomme qui c'est vrai que ça fait partie de ces historiques qui vont rester éternellement dans l'histoire de l'Algérie. On peut tout effacer, mais on ne les effacera jamais. C'est Mohamed Oqala, on est arrivé à la fin de l'émission.
Ben, encore une fois, merci Nordine pour avoir initié cette émission aujourd'hui. Encore une fois, j'espère que nos auditeurs auront partagé, en tout cas, on a essayé en tout cas de faire partager une partie de cette vie de Hossein Ait Ahmed. On a aussi parlé d'autres historiques et c'est toujours très intéressant. Bon, maintenant, on peut avoir des différences d'approche, des différences de point de vue, mais ce qui nous unit, c'est justement un seul drapeau pour une diversité culturelle et surtout, et là je te cite, ne pas oublier notre histoire. N'oublions pas le livre, chaque fois maintenant, vas-y. Ahmed Boumenjel, c'est une grande personnalité. Je conseille, vraiment, c'est un bon investissement. Voilà, c'est un bon investissement. C'est le frère de Boumenjel qui a été assassiné par la France, qui a été reconnu comme un crime d'État par Emmanuel Macron. Voilà, c'est très important. Et chaque émission, Inch'Allah, qu'on va faire, on va essayer de ramener un livre pour que les gens puissent s'intéresser. Ils peuvent l'acheter par Amazon, par machin. C'est un livre qui fait à peu près dans les 570 pages. Et ça vaut le coup d'investir dans un livre quand même pour leurs enfants, pour eux, pour les gens qui sont intéressés. Voilà. Voilà, merci encore une fois, Nourdine. Merci à toute l'équipe technique derrière nous et à dimanche prochain, Inch'Allah. Inch'Allah, on te fera un thème pour l'émission. Les oubliés de l'histoire et sur les sentiers d'ailleurs. Merci, Nourdine. Merci. Merci à vous tous aussi. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter, à faire vos critiques, à nous écrire parce que c'est grâce à vous que ces émissions existent et qui vont s'améliorer avec votre participation. Encore une fois, à très, très bientôt. À très bientôt, Inch'Allah. C'est Mohamed Rabbi Tawal Amar. Voilà, c'est tout ce qu'on souhaite. Et on souhaite que le bonheur pour notre pays, Inch'Allah, qui s'en sorte. Voilà, l'Algérie, qui me dit que c'est notre pays, qu'on le veut ou pas. Absolument. Voilà, ça, c'est. Voilà. Merci, Mohamed. À bientôt. Bilakna bkhir, Inch'Allah. Salam alaikum. Salam.